L'histoire de la BD algérienne se raconte en pointillés. Et pour cause, des bouleversements, des ruptures, des mutations sociales et la naissance d'une jeune génération qui rebat les cartes et qui nous interroge sur leurs préoccupations. Citons quelques grands noms de la BD. Benatou, Massoudi, Ahmed Haroun, Mohamed Aram, Ali Zanoun, Slim, qui est parmi nous, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, Mustafa Kennedy. Que dire encore? Je vous laisserai le privilège de les citer. La presse écrite, qui a eu son lot d'incontournables figures avec ses dessinateurs de presse, tels que Tibet, Le Heinrich. La génération intermédiaire, avec la génération qu'on peut appeler génération Filda, avec Togi, Nawal El-Waled, et une toute nouvelle génération, une nouvelle scène de BDistes. À titre d'exemple, Hanan Ben-Medjouni, Saïd Sebaou et Salim Zerdani. Deux écrivains ont consacré des ouvrages à l'histoire de la bande dessinée algérienne, Amziane Farhani et Lazhari Lapter, qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons en discuter en compagnie aussi d'un grand nom de la BD algérienne, M. Mahfoud Haider. Comment est née, parmi les questions que nous allons poser aujourd'hui, comment est venue cette naissance de la BD algérienne? Quelles ont été ses influences? Quels sont les genres de la BD algérienne? Est-elle sociopolitique? Est-elle historique? Est-elle humoristique? Est-elle tout à la fois? À quel public s'adresse-t-elle? Et enfin, qui est cette nouvelle scène et qu'a-t-elle de commun avec on va dire, les précurseurs de la BD algérienne? Nous allons en discuter ensemble. Alors, avant de commencer notre discussion, donc Amziane Farhani, donc sociologue, écrivain, vous êtes l'auteur de 50 ans de BD et l'aventure continue. Lazhari Lapter, donc journaliste, poète, éditeur, auteur de Panorama de la bande dessinée algérienne de 1969 à 2009, et Mahfoud Haider, donc scénariste. Alors vous avez le point commun entre vous trois, c'est que vous êtes journaliste, et donc ça dit quelque chose sur cette expression qui est portée véritablement par votre métier. Donc vous êtes scénariste, caricaturiste, auteur entre autres, et parmi les albums que vous avez édité, Histoire pour rire. Pardon? Oui, bien sûr. La série. Journaliste par accident. Absolument. Les aventures. Aïda ou Bendo, les aventures de Aïcha, pardon, ou Bendo, les aventures de Sinbad, etc., etc. Je vous laisserai continuer. Alors, peut-être. Qui voudra commencer ce panorama des 60 ans d'indépendance? Je ne sais pas si Amziane ou Lazhari voudront commencer. Moi, j'aimerais bien faire... ça marche? Ça marche. J'aimerais bien faire un petit sondage sauvage. Il n'y a pas de statistiques culturelles dans notre pays. Si vous avez remarqué quand ils sont passés pour le recensement, on ne demande rien, on ne demande pas si vous avez des livres, si vous avez des... Vraiment, ça rentre pas. Donc, on va faire un petit sondage sauvage maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais lu de BD? Apparemment, non. Et pourtant, il y a plusieurs générations qui sont évidemment ici. Ça veut dire que quand même, on est au 21e siècle, c'est le temps de l'image, du son, de la technologie, de l'information en continu, instantanée et tout. Et moi, j'aimerais vous raconter la première fois que j'ai découvert la BD et la réflexion qu'elle me porte encore par rapport aux nouvelles technologies. On est tous effarés. Moi, j'ai lu dans un livre de science-fiction, j'étais lycéen, le premier portable, pour moi, c'était dans un roman de science-fiction. Maintenant, on peut envoyer des images, on peut. Mais ce qu'il y a d'incroyable dans la BD, au cinéma, vous savez, on fait passer 24 images par seconde. Et on décompose, en fait, la réalité
dans une seconde, on en tire 24 images, mais quand elles passent, on les voit, on voit l'action se dérouler avec une fluidité incroyable. Et on a l'impression d'assister à la réalité. Alors que la réalité, c'est pas 24 images secondes, c'est des milliers de... On peut subdiviser ça à l'infini. Or, dans la BD, moi, ce qui m'avait frappé, ma première BD, c'est qu'un BDiste, il est obligé de découper. Et il vous fait passer d'un moment à un autre. Des fois, il se passe un quart d'heure entre les deux ou 10 minutes. Et pourtant, quand on lit, on n'a pas cette impression. Et c'est pour ça, je veux dire par là, que la force de la BD, c'est de nous montrer que l'imagination de celui qui consomme une création ou une œuvre est plus importante que la technologie qui porte cette œuvre. Parce que quand vous lisiez, je ne sais pas moi, Blake le Roc ou Tintin ou Corto Maltese ou ce que vous voulez, vous voyez se dérouler les choses dans votre tête d'une manière absolument cinématographique et absolument, vous avez le son, l'image et même parfois presque les odeurs. Je dis ça parce que on est tellement obnubilé aujourd'hui par les nouvelles technologies qu'on oublie la force et la beauté de ça. Voilà. Et si on devait poser peut-être une première question, c'est quelle est la particularité de la bande dessinée algérienne? Est-ce qu'on peut commencer par ça? Qu'est-ce qui la différencie? Est-ce qu'elle a subi des influences diverses telles que les influences, on va en parler, j'en suis sûr, avec tous nos amis présents et même la salle et le public. Moi, la particularité pour moi essentielle, c'est que c'est le seul art en Algérie qui soit né après l'indépendance. Je dis bien né, hein, parce qu'on consommait de la BD. Les Algériens consommaient de la BD, même pendant la colonisation, et même ça a été, il y avait ce qu'on appelle les petits illustrés qui étaient pas chers et qui étaient vendus à la rue de Chartres ou derrière le TNA, ils les vendaient, les invendus. Il y avait des gens qui ramenaient les invendus de France et ça se vendait au kilo, hein, je veux dire. C'était Blake le Roc, Zambla, etc. et patate. Moi, je me souviens que nos parents nous encourageaient à lire Blake le Roc. Si, enfin, oui, il y avait un préjugé dans Slim, me fait des gros yeux. Il a raison, parce qu'il y avait un préjugé quand même, ce qu'on appelait le Mickeyette. Parce que par généralisation, Mickey, on disait le Mickeyette, les parents, pour eux, ça nous éloignait de la lecture scolaire, et tout ça de la scolarité, quoi. Mais n'empêche qu'il y avait toutes ces lectures qui ont permis, en tant qu'art algérien, fait par des auteurs algériens, c'est après 62, la musique, elle existait, le théâtre existait, la peinture existait, et ça, c'est une particularité qui, pour moi, est fondamentale. Voilà. Peut-être. Et du coup, comment elle est née? Qu'est-ce qu'il a ça a été la presse ou la revue? La deuxième particularité, me semble-t-il, c'est qu'elle a été portée par la presse. C'est ça. Et notamment quelques titres, Algérie Actualité, à ses débuts, avait publié la première BD de Aram, comment ça s'appelle déjà, les sirènes de Sidi Ferruch, c'est ça? Là, voilà. Et donc ça a été ça, ils ont publié ensuite le premier Slim, Moustache et les frères Belkacem. Et donc la presse a joué un rôle moteur à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Voilà. Je pense que... Vas-y. Oui, bien sûr. Je ne sais pas c'est plus question. Donc la question c'était comment elle est née, mais du coup est-ce que si tu as envie de rajouter quelque chose et peut-être poursuivre en nous
proposant un panorama de cette, par génération ou par période de voilà l'évolution de ce D'accord. Si tu permets, cher ami, je voudrais d'abord saluer notre très cher Slim, donc qui est juste là, et qui n'est pas avec nous ici pour des raisons qu'on découvrira, je pense, plus tard. Et saluer également, on aurait aimé avoir avec nous des jeunes dessinateurs, donc les nouvelles générations, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas pu... Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, voilà, ceci est notre voilà. débat. Et d'ailleurs, vous remarquerez pour les fidèles d'Artissimo que je pense que c'est la première fois qu'il y a un panel composé uniquement de messieurs et pas de dames. Mais on va dire que c'est très bien comme avec ça. nous, je pense, j'ai vu Rim Mokhtari, je sais qui pas. Est là, oui, elle est là. Qu'on salue parce qu'elle fait partie de la jeune génération et elle est l'une des plus talentueuses pour moi. Dessinatrice de cette nouvelle génération. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est préciser juste qu'après le panorama de la bande dessinée algérienne, donc il date maintenant, puisqu'il va de 1969, pour des raisons très très précises, puisque je date de la naissance ou de la sortie de la première revue de bande dessinée algérienne, donc en 1969, jusqu'à 2009, au moment où cet ouvrage est achevé. Donc il reste à aller plus loin, de 2009 à aujourd'hui. Mais après, j'ai quand même travaillé beaucoup sur ça, parce que pour moi, Mqidech, dont je raconte l'histoire ici, dans cet ouvrage, a été une véritable école. C'est Mqidech, la revue a été, ou le magazine a été une rupture dans le domaine de la bande dessinée, et c'est peut-être même le point de départ pour moi. Actuellement, pour compléter ces deux ouvrages, je travaille sur un dictionnaire de la bande dessinée algérienne et du dessin de presse qui va de 62 à 2022, donc sur 60 ans. J'essaie de rassembler tout ce qu'on peut imaginer sur la BD. Les festivals, les magazines, les rencontres, les dessinateurs, les revues et ainsi de suite. C'est un travail colossal et j'espère y arriver d'ici la fin de l'année ou au début de l'autre année. Voilà, ça c'était juste pour compléter le portrait. Concernant la question, je pense que la particularité de la bande dessinée algérienne a été, ou des dessinateurs algériens, bien sûr à travers la bande dessinée à travers les dessinateurs algériens, a été de s'emparer de la bande dessinée qui vient d'ailleurs, donc de technique, puisqu'on parle de technique, cette bande dessinée a un nom, c'est la bande dessinée franco-belge et américaine, avant l'arrivée du manga dont on parlera tout à l'heure. Et d'avoir su, en prenant les techniques de cette bande dessinée qui nous vient d'ailleurs, essentiellement de ce qu'on appelle l'Occident, mais d'Europe pour nous. On a évoqué le Black Le Rock, mais il y a des centaines de petits formats, ce qu'on appelle les petits formats. Ce sont des illustrés que les gens de ma génération, qu'ils soient dessinateurs ou pas dessinateurs, ont lus avec avidité. Et c'est dans ça que leur intérêt pour la bande dessinée s'est formé, et c'est de là qu'est né aussi comment dire, le besoin de faire de la bande dessinée chez ceux qui avaient le talent de dessinateurs, qui sont devenus plus tard tous les noms que tu as cités, et d'autres encore, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc on peut dire que c'est paradoxalement dans les bandes dessinées que déversées sur nous l'Europe et notamment la France, que ces bandes dessinées ont été une véritable école pour nous. Black Le Rock, Zambla, Hakim, et ça c'est parmi les plus célèbres, et il y en a d'autres jusqu'à l'arrivée de Pif. Mais il n'y avait pas d'école, par contre. Donc pour tous, c'était des autodidactes, les dessinateurs du moins. Il n'y avait pas, il n'y a toujours pas d'école. Jusqu'à présent d'ailleurs. Il n'y a pas d'école de la bande dessinée. Dans le monde entier, ça n'existe pas une école de la bande dessinée. On apprend le dessin dans les écoles de dessin, et quand on a le talent pour devenir dessinateur, eh ben on devient dessinateur en lisant des bandes dessinées, en fréquentant les dessinateurs et en travaillant. Il n'y a pas d'école de la bande dessinée. Pour revenir à la particularité toujours, je pense que le génie des dessinateurs algériens a été de s'emparer de ces techniques et de
si je puis dire, hein, le terme n'est peut-être pas appris, de les algérianiser, de leur donner un cachet propre à nous, sur tous les plans. Et c'est pour cette raison que très vite, quand on prend une bande dessinée, par exemple, dans Mkhidesh et Richa par exemple, Mkhidesh, ou bien Zidia Bouzid, tout de suite, on reconnaît le cachet algérien. C'est une bande dessinée algérienne. Par le dessin ou par le contenu? Pardon, hein, pour moi, par l'ensemble, par le dessin, et également par le fait de la langue dans laquelle s'expriment les personnages est une langue qui a été complètement algérianisée. D'accord. À propos d'enseignement de la BD, j'ai dit que ça n'existait pas et confirmé par Zahari, mais il existe quand même dans certaines écoles des beaux-arts, dans le monde arabe, notamment celle de Beyrouth, où il y a une section BD. Mais généralement, c'est des gens qui ont déjà fait les beaux-arts ou une filière des beaux-arts et qui s'intéressent à la BD et qui, en post-graduation, s'investissent là-dedans. Maintenant, par rapport à se dire, est-ce que on a révolutionné moi, je pense que oui, on a créé un univers algérien, on a implémenté, mais sur le plan technique, on n'a rien inventé. On a repris les techniques qui existent et qui sont quasiment universelles. Bon, il y a certains penseurs qui ont imaginé que les fresques du Tassili étaient une préfiguration millénaire de la BD. Bah, moi, je trouve que c'est une image sympa et ça flatte notre ego et tout, parce qu'il y a du texte et de l'image. Mais bon, il ne faut pas non plus pousser trop la charrette. Et donc, oui, on a créé des personnages, des nouvelles histoires, mais surtout, moi, et là, c'est pas parce qu'il est là, ce Gugus, que je veux lui rendre hommage, c'est surtout le langage. Et par exemple, et Slim, pour moi, son apport, parce que Slim a toujours été quand même à cheval entre BD, dessin de presse et caricature, et donc qui sont différents d'ailleurs. Et c'est dans le langage et dans l'introduction du parler algérien de Derja Tana qui ça, pour moi, ça a été encore plus fort. D'ailleurs, quand les gens parlaient de Bouzid et des autres personnages de Slim ou d'autres dessinateurs d'ailleurs, c'est surtout à travers les noms, les expressions et tout ça. Oui. Et notre ami Le Zahari, heureusement qu'il a fait tout ce travail, parce que c'est un malade de Mkhidesh et un collectionneur averti. Il a fait un travail de conservation, parce que malheureusement, je ne sais pas si je vais maintenant à la Bibliothèque nationale ou aux Archives nationales et que je demande la collection de Mkhidesh, je ne sais pas si je la trouverai. Je l'ai fait. Voilà. J'avais fait une tentative aussi. Et donc, Dieu merci, il a fait ça. Et ça a eu aussi la revue. Il y a eu ce que j'avais dit, la presse qui a fait connaître, Chab a fait connaître Haroun. Donc il y a eu, mais bon, la presse d'État, elle était limitée. Mais il y a eu donc Mkhidesh qui a atteint des tirages incroyables à un moment. Et moi, ce qui m'a intéressé dans l'expérience de Mkhidesh, une école, ça a été une école, une véritable école qui a formé des gens, et en même temps, elle a eu un impact sociologique mais incroyable. Dans les années de Mkhidesh, c'est-à-dire 69-74, l'impact sur la société était tellement fort. Vous connaissez tous notre propension algérienne à coller des sobriquets à nos voisins, nos amis de quartier, nos copains, nos trucs. Mais à un moment, les sobriquets
qui étaient en vogue, disons, dans la société algérienne, étaient puisés des personnages de la BD. Voilà, et donc ça montrait un peu l'enracinement et un numéro de Mkhidesh. Je me demande comment il a fait, notre ami Zahari, parce que je peux vous assurer, ça se vendait, ça a atteint 25 000 exemplaires, je crois. Ça veut dire, si on prend, on fait un calcul proportionnel par rapport à la population actuelle, c'est comme si je vous disais qu'aujourd'hui, il y avait une revue de BD qui tirait 1 million d'exemplaires par rapport à la taille de la population. C'est exactement la même chose. Et c'est énorme. Et chaque numéro, ce qu'on appelle dans la presse le taux de circulation d'un exemplaire, il était lu, mais alors par 10, 20, 30, 40, 50 personnes, et jusqu'à devenir un tchéler, quoi. Et donc, je ne sais pas comment il a récupéré tout ça, et on l'en remercie. Monsieur, je voulais poser la question à Monsieur Haider. D'abord, une question peut-être pour le public. Qu'est-ce qui vous a passionné dans la BD et voilà, qu'est-ce qui vous a amené à en faire votre métier, en tout cas votre activité? Vous savez, on ne choisit pas son métier. C'est un don qu'on a cultivé et qu'on a perfectionné à l'école de Mkhidesh. Juste pour dire que à l'époque, il y avait des revues de bande dessinée, Black, etc. Bon, ce n'était pas des invendus qu'on ramenait. C'était les éditions Luc qui étaient installées ici confortablement en Algérie, donc qui faisaient de la bande dessinée. Il faudrait cependant rendre à César ce qui appartient à César. Youssef Farhi, qui était l'ancien directeur d'Algérie Actualité, a été le premier a inauguré le cycle de la bande dessinée algérienne à travers la publication de Nahar, Une sirène à Sidi Ferruche de Haram. Ensuite, il y a eu les frères Belgassem de Slim, Le Pan de Chid, il y a eu Qarikash de Mehmed, Allah yarhamou. Il y a eu pas mal. Donc, Youssef Farhi a été, disons, l'initiateur et le premier à avoir fait de la bande dessinée algérienne dans un hebdomadaire. Par la suite, la SNED, Société nationale d'édition et de diffusion, par le biais d'Abdelrahman Madoui, a lancé la première revue de BD algérienne. Et là, il y avait tout un panel de pionniers. Il y avait Slim, il y avait Maz, Aram, Haroun, Amouri, Tenani, donc tous ces gens-là avaient contribué. Quand je suis arrivé en 68, ils étaient en train, le premier numéro était déjà à l'imprimerie de Constantine. Il devait paraître le 1er février, mais il est sorti le mois d'avril. Bon, il y a eu 2 mois de retard parce que c'était la première fois qu'on imprimait, qu'on faisait de la BD. Donc, la particularité de la BD algérienne, c'est qu'elle est spécifiquement algérienne et que les histoires étaient puisées du terroir algérien. Donc, on nous a imposé ça. Nous, on était encore omnibulés par les personnages européens, c'est-à-dire nous, quand on dessinait des héros avec des yeux bleus, ce qui n'était pas le cas à l'époque avec des cheveux lisses, alors que les Algériens dans les années 70 avaient tous des cheveux crépus. Hein. Bon, maintenant, et avec la nouvelle ça n'a pas trop changé. Hein. Ça a beaucoup changé. Donc, quand on faisait de très beaux personnages, le Madoui nous disait non, ça c'est européen, il faut faire des personnages typiquement algériens, il faut qu'on sente que c'est... Alors on dessinait des personnages moches. Donc même Slim, il a fait moustache bouzide avec son truc, sa Gendora, etc. Donc il y avait cette particularité. Donc le Mkhidesh tirait à 50 000 exemplaires, 25 000 en français, 25 000 en arabe. Okay, et qui se vendait très très bien. Malgré le fait que sur les étalages, il y avait l'autre concurrence, c'est-à-dire les éditions Luc, Black, Hakim. Donc l'Algérien découvrait pour la première fois un produit culturel fait par des Algériens et un produit algérien. Voilà.
Et donc, vous êtes rentré là-dedans et... Je suis rentré, je n'en suis plus ressorti, c'est ça le problème. Donc, la bande dessinée est un monde fascinant. Bon, maintenant, pour l'évolution de la bande dessinée algérienne, il faut dire une chose et rendre hommage à Slim, parce que très peu de gens, peut-être, ne font pas de distinguo entre BD, etc., social, etc. Slim a eu le mérite de faire quand même des premières BD satiriques. À travers la boîte à chic dans Algérie Actualité. Je ne me trompe pas, j'espère, non. Qui ont été reprises. Plutôt dans Algérie Actualité, il y avait des pages de BD qui étaient satiriques, et puis bon, qui a été reprise, tu es parti par la suite à la Révolution africaine, mais donc il a été parmi les premiers à faire de la BD satirique. Qu'est-ce que vous voulez, il y a plusieurs genres dans la bande dessinée. Il y a ceux qui ont suivi, qui ont préféré la BD humoristique telle que moi. Bon, il y a ceux qui ont préféré la BD dessin réaliste, bon, et qui ont fait des histoires sur la Révolution, sur l'histoire, etc. Oui. Bon, mais disons qu'on était beaucoup plus porté sur la BD humoristique que sur la BD réaliste. Ça, c'est sur le plan artistique. Hein. Mais ça traitait quand même de la société, de problèmes sociopolitiques en général. Bien sûr. Il y a un peu moins de BD qui traitent de l'aventure. Non, il y avait des BD qui traitaient un peu moins par rapport à... Bouslah, Tarou. Oui. Il avait fait Quand résonnait Tam Tam. Donc c'était une BD, il y avait Soleis de Concord, qui était une BD de science-fiction. Science-fiction, oui, c'est vrai. Bon, j'étais à l'époque responsable, disons, du comité de lecture à l'ENAD, donc j'ai fait passer ces BD. Parce que je me disais qu'on ne pouvait pas rester cloisonné uniquement sur le plan national, etc. Donc il fallait laisser l'ouverture un petit peu pour la bande dessinée, d'imagination, des voisins, etc. Donc, mais est-ce que la revue était un passage obligé avant d'aller de sortir un album ou c'était dans tous les pays du monde, pour un album, le passage obligé, vous transitez par un journal. C'est là où vous faites connaître. Vous faites connaître votre personnage. Parce qu'un journal de bande dessinée, il est mensuel. Hein. Bon, il y en a qui étaient bimensuels. Bon, donc, vous habituez le lectorat à votre héros. Et à la fin, vous récupérez tout ce que vous avez fait comme travail durant toute l'année et vous le faites. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Pourtant, il y a quand même beaucoup de BDistes qui... La question a été posée au FIBDA et Slimane Ziguidour a très bien répondu. On nous a posé la question, pourquoi vous ne faites pas, etc. La question devrait être posée plutôt aux autorités, pas à nous. Pourquoi? Non, mais c'est au ministère de la Culture de répondre, c'est pas moi. Non, c'est pas ça. Voilà. Oui, mais la revue, elle peut émaner d'une initiative privée, pas nécessairement de. Vous savez, non. Non, parce que c'est lourd, c'est ça. Non, actuellement avec l'environnement économique, la crise du papier, etc. Non, oui. À combien vous allez la vendre? Et puis, dans quelle langue? En anglais, par exemple. Juste préciser par rapport à la question. Mahfoud Haider l'a très bien dit, le magazine ou la revue sont des supports quasi indispensables pour le développement et pour la promotion de la bande dessinée et des dessinateurs. Ça s'est passé comme ça dans tous les pays du monde. Si vous prenez, pour être pays près de nous, la France, ce sont des revues d'abord, très importantes qui sont très très connues comme Métal Hurlant par exemple, Fluide Glacial et j'en passe. Exactement, et j'en oublie. Il y en a beaucoup. Aux États-Unis, la même chose. Chez nous, la revue, le magazine Mkhidesh de 69 à 74 a joué un rôle fondamental dans le développement de la bande dessinée et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait rien. On a évoqué la publication avant l'avènement de Mkhidesh, au moins de plusieurs albums, ça grâce aux personnes citées par Haider et le rôle joué par la presse et certains responsables de la presse. Ça, c'est clair, et notamment Algérie Actualité. On a eu la première bande dessinée
Et ce qui est incroyable, cette bande dessinée, c'est une bande dessinée de science-fiction, alors que ce genre-là n'est pas très développé en Algérie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Nahar, une sirène de Sidi Ferruch, du défunt Mohamed Aram. On a eu juste après le premier album algérien de bande dessinée publié, en tiré à part par Algérie Actualité en 1968 et donc sous la signature de Slim. Et il y a eu quelques autres albums. La revue Mkaidesh, le magazine Mkaidesh a joué un rôle très important comme les autres pays. C'est dans le sillage de Mkaidesh que la SNED et ensuite les avatars de la SNED ou l'avatar de la SNED après la restructuration en 1982-83 et qui est devenue l'entreprise nationale du livre, donc l'ENAL, a publié le plus grand nombre d'albums à la suite de ça, puisque Mkaidesh s'est arrêté en 1974. Si on devait revenir à aujourd'hui, il y a eu 2 tentatives au moins. Je ne parle pas de tous les magazines, il y en a des dizaines qui ont été publiés, qui ont avorté, si je puis dire. Ils n'ont pas tenu très longtemps la route. Par contre, il y a au moins 2 magazines. Celui qui est né en même temps que le FIBLA, le Festival international de la bande dessinée, donc le Bendir, soutenu par le ministère de la Culture, et surtout l'initiative privée de notre ami Salim Brahimi, où la majorité des jeunes dessinateurs qui sont dans la tendance manga aujourd'hui ont fait des prépublications. D'ailleurs, il est au Japon en ce moment. Il est au Japon en ce moment. Donc la revue Lap Store qui existe toujours, cette revue Lap Store qui... Sur Facebook, c'est ce qui se dit. Donc la revue Lap Store qui existe toujours a joué et continue de jouer un rôle très important dans le domaine de la prépublication. Ok. Mais alors... bon, on en parle, il était à Tokyo, oui. Peut-être qu'il est arrivé ce matin, mais c'est pas important. Mais par contre, juste, effectivement, ce magazine a joué un rôle. Après, peut-être que ça s'est peut-être un peu plus orienté vers le manga. Mais avant de revenir là-dessus, il y a eu quand même la rupture des années 90. L'arrêt du festival de Burj El Kifel, par exemple, de la bande dessinée. D'abord, est-ce que vous pourriez dire un mot sur ce festival, en quoi il a impacté, on va dire, les lecteurs, le public, et qu'est-ce qui s'est passé, ce temps mort là de rupture, qu'est-ce qu'il a causé et comment on peut en parler? Alors j'ai participé moi à l'organisation de ce festival avec tous nos amis parce que c'était une belle aventure et une aventure incroyable en fait. La première version du festival de bande dessinée en Algérie, c'est celle de Burj El Kifel, et elle a été organisée par l'APC. C'était le président de l'Assemblée populaire communale qui voulait animer à l'époque, pour la petite histoire. Si vous vous souvenez, avant Fort de l'Eau, c'était la sortie préférée des Algérois. C'est-à-dire le soir, on allait manger des glaces, du poisson, et pour ceux qui buvaient autre chose que Hamoud Boualem, ils étaient aussi là-bas. Et après, il y a eu Staweli. Et dans cette période, le maire avait vu que la Burj El Kifel abandonnée et qu'on passait d'est en ouest. Il a voulu... et il a rencontré des amis... Haïder, je crois que tu étais parmi les premiers à l'avoir rencontré avec Sidi Ali Melouah, Allah yarhamou, Hamoudi. Oui, Allah yarhamou. Et donc il a dit, ok, moi, j'ai pas beaucoup de moyens, mais venez vous éclater. Et d'ailleurs, l'exposition avait lieu dans le gymnase. Il y avait de grands sponsors à l'époque, le Chouet du coin, c'était incroyable. Bon enfant. C'était un truc quasiment organisé comme une espèce de kermesse scout. Et j'ai souvenir d'une discussion, mais alors improbable au fond d'un café à Burj El Kifel avec le maire d'Inde. Et il y avait des amis BD, je ne sais plus qui étaient là, et ils ont dit on va l'appeler le Festival international de la BD. Je leur ai dit attendez les gars, quand même international, je suis mais vraiment dans un gymnase,
à Burj Al Kifan avec des moyens vraiment très limités. Mais bon, finalement, on m'a donné tort et ça s'est appelé Festival international. Et ça fait partie des miracles un peu bizarres qu'il y a dans notre pays, parce qu'il est devenu en fait international. Non, c'est vrai. La deuxième édition. La deuxième édition, moi, je me rappelle, et d'ailleurs j'ai essayé de récupérer cette lettre. J'ai demandé à la famille de Sidi Ali Melouah, Allah yarhamou, s'ils pouvaient la retrouver. Hugo Pratt, qui était le pape mondial de la bande dessinée, le créateur de Corto Maltese, il avait écrit une lettre à Burj Al Kifan en s'excusant, mais alors j'allais dire presque à genoux, de ne pas pouvoir venir au festival, parce que pour eux aussi, il ne faut pas oublier, et ça c'est une des particularités de l'expérience de bande dessinée du 9e art, comme on dit en Algérie, c'est que à l'échelle du tiers-monde, c'était une expérience réellement unique. Et elle a été reconnue comme telle, pas par notre ego d'Algérien, mais par des Mais critiques justement, d'art. comment on peut l'expliquer? Si on compare la BD, la place de la BD algérienne par rapport aux autres pays du Maghreb et même de certains pays d'Afrique, pourquoi est-ce qu'elle finalement elle s'est développée de manière beaucoup plus importante qu'ailleurs? Qu'est-ce qui l'explique? Ça, c'est un fait. C'est pas le fruit de notre Très bonne question. Oui, égocentre. Voilà. oui, c'est pas parce que il y avait la revue. C'était rare une revue qui tira à 2 fois 25 000 pratiquement. Donc ça doit bien dire quelque chose de notre société. Finalement. Oui. Monsieur Haïdar, je crois que vous voulez intervenir. Créatif, mais je préfère. Pardon, je dirais juste 2 mots. L'explication, en fait, elle est très très simple. Elle est paradoxale en même temps. Ça, c'est notre second degré, notre cynisme. Voilà. Ça fait partie des choses comme ça qui, on dit à quelque chose malheur est bon. Parce que nous sommes le seul pays qui a connu une colonisation de peuplement. Et parce que la France étant restée ici très longtemps et les liens étaient si forts entre les départements et la métropole, qu'à partir des années 50, quand se sont développés les petits illustrés, les petits formats, donc tous les titres qu'on a cités, on a plein d'autres, il y a des dizaines et des dizaines, la France les déversait. Donc je disais tout à l'heure, toute cette génération, notre génération, est tombée, je dis toujours cette expression comme moi, dans la marmite, comme dans Astérix et Obélix, de la bande dessinée, et n'en est jamais sorti. C'est-à-dire que, en déversant les bandes dessinées, la France a contribué à former des gens, à inculquer l'amour ou la passion de la bande dessinée à travers les petits formats, et a permis à un certain nombre de dessinateurs qui avaient le talent de se frotter à ça et de devenir plus tard des dessinateurs. Ce qui ne s'est pas passé dans les autres pays. La Tunisie, le Maroc, l'influence a été moins grande, le Liban, l'Égypte, etc. C'est pour ça, comme le disait Mziana Farhani à juste titre, nous sommes, et jusqu'à pratiquement aujourd'hui, un pays pionnier dans le domaine du 9e art, par rapport à la Maghreb, l'Afrique, le monde dit arabe, et également les pays musulmans. Juste pour dire que on a aussi contribué à l'essor à la naissance aussi de la bande dessinée tunisienne. Khosrouzah, c'est toute une équipe de BDistes algériens qui a contribué à lancer cette revue. Donc, en plus, en 82, on avait participé à Lucas, si tu te souviens, ce qui était la Mecque des BDistes du monde entier, avant Angoulême. Angoulême n'existait pas. Donc c'est Lucas qui a créé Angoulême. Voilà. Il faut le dire. Ça. Et on a eu, pour notre première participation, le Premio Carandache. C'est une distinction qui n'a jamais été donnée dès votre première apparition sur la scène, disons, artistique. Donc ça a été pour nous un très grand honneur d'avoir eu cette distinction. Et donc à partir de là, donc, on a eu des expériences de Burj Al Kifan. On avait même invité Manara qui est venu. C'est Hugo Pratt qui n'a pas pu venir. J'ai rencontré Hugo Pratt à Lucas d'ailleurs. Il était
très étonnés de la qualité de la bande dessinée proposée par les Algériens. Franchement, pour nous, c'était un honneur. Et bon, c'est comme ça. Bon. Tu le diras pas parce que tu es trop modeste, parce que l'affiche de 87, c'est toi qui en es retenu. Oui, bon. Non, puis on disait tout à l'heure pourquoi la bande dessinée en Algérie, parce que c'est Bled Mickey, tout simplement. C'est pour ça que ça a connu un succès. Bon, je voudrais juste dire une chose. Bon, il y a quand même, je reviens à ce film, ce n'est pas parce qu'il est devant moi et tout, mais quand même il a dédouané la bande dessinée algérienne. Hein, c'est-à-dire il a rendu accessible aux adultes par le biais des travaux qu'il publiait sur Algérie Actualité et Révolution africaine. Donc le public est devenu moins gamin, plus adulte, plus averti et plus friand de bande dessinée algérienne. On le doit, faut dire. Si tu permets quand même, on le doit en partie aussi à Haroun pour le public arabophone, parce que Haroun exerçait dans le Chab, qui était le quotidien. Et donc, mais j'aimerais quand même revenir rapidement sur la belle Burj El Kifel, parce que ça a été quand même une expérience fabuleuse. Il y a eu 3 éditions. Il y a Milo Manara, il y a eu Des Tunisiens. oui, des Polonais, des... non, mais je vais chercher les noms, mon Dieu. Il y a eu Rousseau, il y a eu le Turc Souati Alas, il y a eu... Non, plus grand que ça. Manara était le plus célèbre, disons que... Manara, le pape. il était le plus célèbre. Ça va revenir, ben, Inès. Bon, il n'était pas présent. Si. Si, il est toujours parmi nous. Il traîne par là dans les environs. Alors après ces 3 expériences-là réussies, et puis il y avait du monde, en tout cas le président d'APC, dès qu'il avait réussi son coup, on va dire en partie, parce que l'histoire urbaine d'Alger a fait que le déplacement vers l'ouest s'est fait quand même. Mais n'empêche que pendant cette période, les gens venaient, il y avait du monde et tout, et ça a créé les échanges internationaux dont parlait notre ami Haïder. Et après, grâce à cette expérience, El Khawa, comme ils n'avaient peur de rien, ils ont dit, ben, on va faire le premier festival méditerranéen de la BD. Et alors, à l'époque, si vous vous souvenez, c'était le moment où on avait ouvert le palais du peuple au peuple, justement. Et donc c'était ouvert. On pouvait visiter le palais du peuple d'Akelour, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc on leur a proposé de faire le festival de la BD méditerranéenne là-bas. On est en quelle année là? En 88. 89. 89. Voilà. Ah ouais, et ça a eu lieu dans le parc, et il y a eu des trucs. Et oui, il y a eu Bouchouareb qui était venu, et qui d'ailleurs... Et d'ailleurs, il a voulu ensuite créer la revue Team pour la diffuser sur les pays du Golfe, etc. On l'a pas diffusée. Je sais. Elle devait être diffusée ici. Ouais. Malheureusement, on n'a pas autorisé pour le tirage, c'est-à-dire petite quantité, il a laissé tomber. Voilà. Donc ça a été une belle aventure, Burj El Kifel, qui a encouragé, il y avait des jeunes qui venaient et qui découvraient, qui avaient envie de... Et donc 90, est-ce qu'on peut parler de rupture, ou est-ce que c'est les Algériens qui ont quitté le pays, qui ont parlé de cette période-là? Si on peut citer Karim Mahfouf, par exemple, qui a peut-être un peu parlé de cette période, ou est-ce qu'on peut parler de rupture en tout cas? Il y a une rupture dans tout le pays. Oui, non mais comment s'est matérialisée la rupture dans par rapport à la BD? Par le passage à la presse satirique, voilà. Par le passage, l'émergence de la presse dite indépendante, et donc qui a fait que... Qui a pris le relais. Qui a pris le relais avec une prééminence à ce moment
non plus de la bande dessinée, mais du dessin de presse. Okay. Voilà, je pense que c'est là que se fait la bascule. Oui. Pardon, allez-y, et après, si tu veux dire quelque chose. Déjà dans les années 80, quand Mkhedesh a repris, il a repris dans une édition en arabe. Ok, donc on avait évacué l'édition en français, et Mkhedesh est apparu dans une nouvelle formule en arabe. Et à partir de là, voilà, c'est là où on fait l'inverse de ce qu'on devait faire. On a commencé à éditer des albums de BD. L'ENAL a encouragé l'édition d'albums de bande dessinée et tout le monde a édité des albums, Amourit, Nani, Slim, tout le monde, Boussalah, etc. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que on n'est plus repassé, disons, par un périodique pour avoir un album par la suite. Directement, bon, étant donné que Mkhedesh dans sa nouvelle formule, qu'il était vraiment, je m'excuse l'expression, assez bâtarde dans la langue arabe parce que bon, puis le contenu avait complètement changé, bon, c'était pas la même vision qu'on avait dans les années 70, qui a été dévoyée en quelque sorte. Donc à partir de là, les gens préféraient faire des albums de bande dessinée, tout simplement. Il y avait plus de motivation pour faire des albums que pour aller faire une BD en arabe. Et est-ce que du coup, bon, si on repasse à 2000, les années 2000, le FIBDA, quelle a été sa valeur ajoutée? Est-ce qu'il a permis véritablement de faire émerger une nouvelle scène? Qu'y a-t-il de comparable avec votre génération? Et qu'est-ce qu'on peut dire du FIBDA finalement, qui se maintient, hein, qui reste un festival qui se maintient, qui s'est tenu encore, voilà. Donc, le FIBDA, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a fait découvrir une nouvelle génération de BDistes. Je ne parle pas uniquement spécialement de manga, etc., mais une génération de BDistes de talent. Comparativement à nous, si je vois comment que je dessinais moi à l'époque et je vois cette nouvelle génération, je n'aurais pas eu ma place. C'est-à-dire que vraiment c'est une génération très talentueuse et qui est déjà perdue d'avance. C'est ça ce qui chagrine, parce que le FIBDA aura beau être un festival pour ramener des gens, voir qu'il y a des BDistes algériens, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'album de bande dessinée, il n'y a pas de maison d'édition qui s'intéresse. Alors aujourd'hui, il me semble qu'il y a une seule maison d'édition qui édite de la BD. Alors je ne sais pas si c'est Dalimen. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est spécialisée aujourd'hui, ou bien c'est parce que le terrain est vierge et qu'il n'y a pas suffisamment d'aventuriers qui voudraient se lancer là-dedans? Si je peux dire un mot par rapport à la question d'avant, parce qu'elle est importante, oui. La question de la rupture, ou ce que tu as nommé la rupture et qui n'en est pas une, il faut replacer les choses dans leur contexte. Haider a rappelé l'aventure de Mkhedesh en deux phases. La première phase qui va de 69 à 74, où on a affaire au magazine Mkhedesh dont on parle, donc le magazine historique, mythique, qui tirait à 25 000 exemplaires dans l'édition française, qui était traduite vers l'arabe et qui se vendait comme des petits pains et qui a été la véritable école, une équipe et une école. La deuxième phase, c'est qu'on a, j'allais dire, tué dans l'œuf cette expérience au moment même où on a décidé d'arabiser toute l'Algérie. D'accord? On n'a pas voulu d'un Mkhedesh qui prenait de l'ampleur et dans lequel travaillaient des dessinateurs qui échappaient à la norme que voulait imposer le FLN, d'ailleurs, qui va passer à la manière sérieuse avec l'article 120-121 des statuts pour éliminer tout ce qui ne s'inscrit pas dans le cadre. D'ailleurs, c'est une expression qu'on disait beaucoup à l'époque, dans le cadre des orientations du Front de Libération, du Parti du Front de Libération Nationale, etc., etc. Bon, c'est trop long, ça fatigue. Il faut prendre des vacances après avoir prononcé la phrase. Et cette période, c'est celle où ils ont essayé de lancer un deuxième magazine, toujours Mkhedesh, mais complètement arabisé. Sauf que l'aventure n'a pas pris, ou plutôt la mayonnaise n'a pas pris, c'était pas terrible et s'est arrêté dans l'indifférence générale au bout de quelques temps. Sur ces entrefaites, arrive 1986, on rentre dans une crise économique.
Et la SNED, qui était à l'origine donc de cette aventure incroyable de Mkhidesh, et Abderrahmane Madoui en particulier, a été restructurée comme beaucoup d'autres entreprises, et a donné naissance à des petites entreprises, dont l'ENAL, qui a publié les albums dont tu parlais. Après, on arrive à 88, donc ça, c'est la rupture. Sauf que cette rupture, Farhan Mzini, on a parlé, on passe à autre chose, avec la liberté de la presse et de la presse indépendante. Et sur cette entreprise, arrive 90, donc l'Algérie bascule dans le terrorisme et dans la guerre. Et ça, sur une durée de 20 ans. Zian l'a très bien dit, il n'y a rien. Nous sommes dans un désert culturel. Les gens ne pensent qu'à leur survie. Et c'est pas que la bande dessinée qui pâtit de ça, c'est aussi le cinéma, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est tout en fait, c'est l'édition, c'est la librairie. Tout pâtit de ça. Il faut attendre 20 ans pour arriver au FIBDA qui va relancer la bande dessinée. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, on présente l'expérience de Mkhidesh avec tous ces... Mais elle avait aussi ses côtés un peu bureaucratiques et tout. Il y a une anecdote, parce qu'il faut bien qu'on rigole un peu dans une rencontre sur la BD, que j'aimerais que Haïder la raconte, parce que c'est lui qui l'a vécu, et à propos du salaire de la secrétaire. Ah, s'il te plaît, non, vraiment. Moi, j'ai quitté l'ENAL sur un coup de tête. Bon, j'étais artiste un peu fou. Bon, je connaissais pas la bureaucratie, qu'il fallait des statuts pour que vous soyez payé à tel salaire. Alors bon, moi, j'étais horrifié qu'une dactylographe touchait 900 dinars. 900 dinars, bon, c'était une énormité à l'époque. Hein. Et un BDiste qui faisait un travail de création, qui produisait, qui faisait rentrer de l'argent, touchait la modique somme de 480 dinars. Alors je me suis plaint au directeur. J'ai dit, écoute, c'est pas normal que je sois dévalorisé de la sorte. Par rapport, ce n'est pas parce que c'est une femme, même il y avait des dactylographes qui faisaient le même salaire. J'ai dit, c'est pas normal. Il n'a rien voulu savoir, il m'a dit, écoute, Bné, djib les statuts, il natek million. Et moi j'étais vraiment, bon, j'étais tellement écœuré quand j'ai remis ma démission. Je ne savais pas qu'il fallait un statut, qu'il fallait que Boum Jensen nous avalise un truc ou des décrets ou je ne sais pas quoi. Donc moi j'ai quitté et j'ai fini comme héteste pendant de très longues années. Je vous assure, hein, je les ai subis ces années, hein, 3 années. Ensuite j'ai travaillé pendant 3 mois à Révolution africaine. J'ai fait le spécial 19 juin. Une fois qu'on l'a terminé, et là, je tiens à rendre hommage au directeur de l'époque. J'ai eu quand même ma première licence. J'ai été licencié. Pas en lettres, ni en truc, mais j'ai été congédié. On m'a dit, bon, fin d'émission. J'ai été licencié. J'avais même pas compris. J'ai pas compris. Il m'a dit, non, ça y est, on a pris besoin de vous. Ça y est, c'est magnifique. Je l'ai gardé d'ailleurs, j'en ai fait un tableau. Voilà donc un petit peu les péripéties pour faire de la bande dessinée en Algérie. Il faut vraiment être... il faut avoir du courage. Anecdote sur anecdote, je vais en raconter une pour rigoler un peu, et elle concerne Slim. Il est là, il peut confirmer. Il me l'a raconté un jour que je faisais, ça remonte à très loin, je faisais un entretien avec lui d'ailleurs qui a été publié dans les deux ouvrages. Slim a fait partie évidemment de la génération qui a fait Mkhidesh. Il était dans l'équipe qui a lancé Mkhidesh. Et Slim étant Slim déjà à l'époque, il a fait un seul numéro de Mkhidesh, le premier numéro. C'est dans celui-là qu'il a publié une histoire qui s'appelle Bouzid. Bouzid et le diamant. Mais il y avait Bouzid et le chameau aussi, c'est une histoire très... Donc il fait Bouzid et le chameau, qui paraîtra sous le titre Bouzid et le diamant. D'ailleurs, ça a été censuré, puisque la deuxième partie du titre, elle est barrée en noir dans le premier numéro de Mkhidesh. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Slim a raconté que le défunt Abderrahmane Madoui, le grand Abderrahmane Madoui, quand il a vu les dessins de Slim, a dit non, ça je ne peux pas le passer. Et c'est pas bon. Et Slim a posé la question, mais pourquoi mon aventure ne doit pas passer? Et Abderrahmane Madoui a répondu, eh bien pour une raison très simple, parce que tes chameaux ne ressemblent pas à des chameaux.
Et les femmes que tu dessines sont une insulte pour nos femmes, pour les femmes algériennes, hein, pour nos mères, pour les femmes et pour nos mères. Et Slim, bien sûr, cette histoire a été publiée, mais Slim n'est pas resté dans Pridesh, il est parti pour le Moujahid, où va paraître, bien sûr, les aventures de Zid Yabouzid. Et ainsi, Abdelrahman Madoui a raté, tout comme Gallimard Proust, il a raté le grand Slim. Voilà, une anecdote. Et oui, vas-y. Ah oui, les anecdotes, il y en aurait, surtout avec Slim. Moi, j'en connais une que tu m'as racontée qui m'a tué de rire. C'est quand vous deviez aller pour la pente des ondes crémaillères, qui vous a donné un plan. Moi, je peux vous la raconter. Ça va. Bon, à l'époque, comme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus grave, il y avait la crise du logement. Et un jour, Slim a pu avoir un appartement à Bebzouar et on était tous contents parce qu'il louait et tout. Et donc, il nous annonce qu'avec sa femme, à qui je rends hommage de l'avoir supporté si longtemps, qui est une femme extraordinaire. Et donc, ils ont eu cette appel et il nous dit, elle vous invite à vendre la crémaillère. Alors on lui dit, oui, Slim, mais oui, à Bebzouar. Bebzouar, nous, à l'époque, c'était des champs de blé, des trucs, ça n'avait pas été construit. On lui dit comment? Il dit, ne te casse pas la tête, je vais vous faire un dessin. Et il prend une grande feuille d'impression des journaux, les Ozalites, c'est ça. Et il nous fait un dessin, bord du Kifin, tu tournes maintenant un truc et tout, avec les petites mosquées dessinées, après tu truc. Il y avait même les petits chameaux et tout. Les bêtes de Khan, c'était une espèce de BD, on risquait pas de se tromper. Le jour J arrive, on va acheter des cadeaux, des petits trucs, des machins, et on prend la route. Moi, j'étais dans le véhicule de tête et j'étais copilote là-bas. Je tenais avec la carte et il y avait d'autres voitures qui suivaient. Et on roule, tout allait bien. À Bebrodji qui fait on rentre avec un moment et je leur dis, les gars, faites gaffe. Et là, il a dessiné une petite place avec 3 palmiers. L'esquin. Ne risquez pas de se tromper. Je roule le Sidi l'Akhdar Bkhlouf, et donc on ne trouvait pas ce triple palmier. On continue, après on se retrouvait, on revenait. On a fait 2 ou 3 fois le truc, on est rentré au journal, où là non, on est parti, je crois, chez Mouni Berrah, et on a mangé et bu ce qu'on devait travailler. Et le week-end passé, il arrive celui-là et il nous insulte par tous les noms. Et on vous a attendu, ou maintenant, etc. Il n'y avait pas de portable. Je vous rappelle ça, c'est important, hein, parce que parce que comme me disait un copain, il a vu un film sur un enlèvement et il était avec son fils qui est plus jeune, bien sûr, et qui lui dit, mais papa, allez sur le portable. Ça se passait en 1940. Et donc, on lui dit, ton plan est faux. Comment ça, il est faux? On lui met le truc. Et Slim, il regarde et il nous dit, oh purée, c'est vrai, ils ont coupé les palmiers. Donc, on n'est pas Non, moi j'aimerais dire que quand même, la première BD, hors celle de science-fiction de Haram, c'était sur l'histoire de l'Algérie et l'histoire de la guerre de libération en plus. Et c'était révolutionnaire à l'époque. Moi je pense... oui, de manière humoristique. Parce que c'était en 68 qu'elle a paru, et 68, ça a paru avant Hassan Terro. Et moi je me dis souvent, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire un film comme Hassan Terro?
quand on peut même pas, dans un climat, ça s'est passé à El Maleh, Rio de Salado, quand comment il s'appelle, Kassim est parti filmer son film Héliopolis, ils ont accroché le drapeau français pour filmer une scène d'époque. Il y a un malade mental qui a dû jamais voir un soldat français de sa vie, qui a ameuté des gens pour les accuser de... Je veux dire, mais donc c'était à l'époque révolutionnaire de faire ça. Mais Hassan Terroir a été un succès populaire et un succès mondial aussi. Et la deuxième édition, l'évasion de Hassan Terroir, l'a été aussi. Je veux dire, ça a apporté une vision de l'histoire, de notre histoire. Et même quand on lit la collection de Mqiddish, ils avaient un cahier des charges. Et ils devaient faire, je crois, 30% de bande dessinée sur... On n'a jamais respecté d'ailleurs. Oui. Mais allez, tu peux pas, c'est difficile dans la création de faire des statistiques. Mais ils ont quand même réussi à mettre en place une nouvelle façon de raconter. Et pour moi, c'est une immense occasion ratée quand on voit aujourd'hui dans nos jeunes comment leur connaissance de l'histoire récente ou lointaine qui est catastrophique. L'État algérien a raté cette génération de BDistes pour faire... Aujourd'hui, moi, quand je rencontre un petit Français, tu te rends compte tout de suite que Astérix lui a appris des tas de choses. Mais il y a une étude qui dit que justement Astérix a permis aux Français de connaître leur histoire mieux que l'école, que les programmes. Donc c'est des études sérieuses, bon bien sûr qui n'ont jamais été faites ici, mais dont on aurait pu s'inspirer. Après il y a eu quelques initiatives, par exemple Myriam Guémache qui avec les loteries, donc qui fait découvrir la Casbah et donc de là l'histoire de l'Algérie. Il y a le petit Omar aussi, qui a été... Mais c'est effectivement, il y a très peu d'initiatives. La BD est un moyen pédagogique énorme, y compris même pour les sciences, pour la découverte, la géographie, et on n'a pas utilisé ça. Je demande à Mahfouz de citer l'exemple que vous avez eu cet été, par rapport au ministère de l'Éducation, qui vous a engagé dans un bateau qui a pratiquement coulé. Non, franchement, c'est un peu de ma faute parce que je vous ai informé que le ministère avait un besoin pressant de dessinateurs parce que le ministre avait pensé que la BD serait bien dans l'éducation des gosses. Bon, mais sauf que, au bout du compte, vous avez travaillé pratiquement pour rien. Non, je veux dire, vos vacances, vous les avez passées à bosser comme des nègres, pour après entendre que là, ça y est, le ministre, il veut des trucs en anglais. C'est quoi ce pays? Ça c'était avant l'anglais. Avant l'anglais, ils avaient comme projet de faire un truc, un manuel scolaire pour les tout petits, les initier par le biais de la BD. On a commencé, on a dit il faut travailler dans l'urgence, c'est-à-dire qu'ils nous ont gâché nos vacances. On a fait à peu près 60% du travail. Et puis stop. Et il y a eu ce revirement de la part de celui qui était plus haut qu'un ministre de l'Éducation et qui était le président de la République et qui est l'État algérien qui a dit maintenant on laisse tomber le français, on s'occupe de l'anglais, voici vos priorités. Donc du coup le ministre lui-même a dit avec ceux dont on était en contact, ils ont dit bon, on met ça en sourdine parce que nous avons reçu des trucs dans toutes les langues. Alors non, quand on est parti les voir, et la semaine passée, on leur a dit écoutez-nous, on s'est engagé sur votre parole. On s'est engagé sur votre parole, c'est-à-dire bon, vous nous avez promis, etc. Maintenant, on veut signer nous un contrat. Ou alors payez-nous et on attend si c'est dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y a aucun souci, on est prêt à vous attendre.
Mais payez-nous ce qu'on a fait. Ils nous ont dit, ah, c'est pas de notre ressort parce que nous-mêmes, ça dépend des éditeurs. Parce qu'une fois que le ministre va signer la convention avec les éditeurs, vous allez vous entendre avec Labyrinthe. Ils ne peuvent pas traduire. La BD, elle se fait dans toutes les langues. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est un manuel à part. C'est-à-dire, c'est un truc il n'y a même pas de texte, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, on apprend à l'enfant à découvrir des choses à travers la BD en images, sans texte, sans rien du tout. Ça, c'était dans leur projet et le ministre avait dit, bon, ça c'est une priorité. Vous avez fait sans texte. Oui, non, sans texte, non, sans texte. Donc, je dis un peu anglais, s'il n'y a pas de texte. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre projet. Non, ça, c'est un autre projet. C'est pas dans le même projet. D'ailleurs, le projet. Maintenant, il y a une priorité, il y a un manuel en anglais qu'il faut faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la bande dessinée arabophone, du coup? Ça dépend. Qu'est-ce qu'elle a... Les arabophones trouvent que c'est bien. Mais les francophones trouvent que c'est bien. Non, mais c'est on est en train de discuter en français, c'est normal qu'on s'entend. Maintenant, je dis bien un arabophone, il va araboter. Mais c'est pas contradictoire. Je veux dire, si on... C'est pas la même mentalité. Attention, non, attention. Je parle d'arabophone et pas arabisant. Donc, attendez. Vous savez, quand on traduit des bandes dessinées... Ça ne devrait pas être un problème. Quand on traduit des bandes dessinées, il faudrait d'abord trouver des traducteurs... Pardon, une minute, si vous permettez. Il faudrait trouver des traducteurs qui interprètent ce que vous voulez donner comme... qui mettent plutôt ce que vous traduisez en français. Or, il y a très peu de traducteurs qui sont capables de traduire du français à l'arabe et de redonner l'esprit, l'âme de ce que vous avez fait, par exemple en français. J'ai très bien compris, mais... D'accord, donc la nécessité peut-être de traduire, c'est peut-être pour un public qui ne maîtrise pas très bien la langue française et qui maîtrise plutôt l'arabe. Mais qu'en est-il de ceux qui éditent, qui sortent qui sont plutôt arabophones? Pourquoi est-ce que ces deux mondes parallèles qui ne, ça pourrait, ce ne devrait pas y avoir un non, problème, ce ne sont pas, de mon point de vue, ce ne sont pas deux mondes parallèles, ce sont des périodes différentes. La période dont on parle depuis tout à l'heure a été faite, les bandes dessinées ont été faites essentiellement par une génération qui maîtrisait le français et non pas l'arabe. Donc c'est une BD plutôt francophone. Donc pendant francophone d'expression française ou de graphie française, peu importe, pendant des années, compris, on a dit était tiré en français et en arabe 25 000 plus 25 000 exemplaires, était traduit du français à l'arabe. Je vous rappelle que le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est traduit du français à l'arabe. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais en tout cas, depuis 1962. Alors, il y a eu cette période où la BD était d'expression francophone. Il fallait attendre la génération dont on parle, celle du FIBDA, donc la reprise de la bande dessinée, pour voir émerger des jeunes dessinateurs qui font de la bande dessinée en arabe, directement. Ils ne sont pas traduits. Hanan Ben Mediouni, par exemple. Mais ce n'est pas la seule. On a pas mal d'autres. Ils ne sont pas majoritaires aujourd'hui, mais ils sont nombreux, ces gens-là. Et curieusement, ou je ne sais pas comment dire, ce qui est intéressant, c'est de remarquer, même si ça n'a rien à voir, c'est que le métier qui était essentiellement masculin dans le monde entier, mais en Algérie en particulier, donc il n'y avait que des dessinateurs, pratiquement de 1900, des années 60 jusqu'aux années 80. Aujourd'hui, le métier se féminise à une vitesse incroyable. Oui. Le nombre de jeunes femmes, on en a une ici, de jeunes filles qui ont investi le domaine du 9e art algérien est absolument incroyable. Et en même temps que la féminisation de ce métier, nous assistons maintenant à l'émergence de dessinateurs arabophones qui font des bandes dessinées d'expression arabe ou arabophone. Autant que de dessinateurs francophones. C'est-à-dire même la nouvelle génération, pour beaucoup, restent francophones. Donc il y a les deux. Les deux en même temps, oui, bien sûr. Mziane Farhani, après je voudrais bien donner la parole à Harim Mortari. Oui. Voilà, vous incarnez à la fois la femme et l'artiste, l'illustratrice BDiste et la nouvelle génération. Donc enfin, entre les deux, on va dire. Vous avez vu,
une femme. Alors, nous, c'est la même chose. À l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas de dessinatrice. Donc, il n'y avait que des hommes, il n'y avait que des moustachus. C'était vraiment triste. Mais maintenant... C'est pourtant pas très misogyne quand même. Non. Dans les publications, ça va. Non, mais maintenant, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes filles, des femmes qui font de la bande dessinée. C'est vrai. Tu voulais dire quelque chose avant que je donne Oui, la sur parole la langue, rapidement. Sur la langue, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Arabophone, francophone. Moi, quand je parle de ça à mes enfants, ils se foutent de ma gueule. C'est comme si que tu parles d'un kangourou de la dérive des continents. Je dirais, ils me disent, parce qu'ils parlent l'arabe, ils parlent le français, ils sont à l'aise dans les deux langues. Et de toutes les manières, le langage de la BD n'est pas un langage académique, n'est pas un langage, c'est le langage. Quand je parlais tout à l'heure de la révolution qu'a apporté Slim, il utilisait bien sûr les caractères latins et tout, mais c'était Derja, l'Achor, le Ben, voilà. Et donc c'est plus un problème pour la ça n'aurait jamais dû être un problème, et ce n'est toujours pas un problème, mais il semble que pour d'autres c'est un moyen de transformation, peut-être une volonté de transformation de la société. Oui, mais bon. D'avoir un lectorat arabophone qu'un lectorat francophone. C'est une réalité. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est qu'il y a un lectorat. Rim. Bientôt. Bonjour. Alors, je tiens à dire deux choses. Oui, d'abord c'est un guet-apens, parce que moi je suis venue pour le plaisir d'écouter des personnes que je respecte beaucoup dans le domaine de la BD. La deuxième chose, c'est que j'ai fait très peu de bande dessinée. C'était une petite période, donc je suis pas une grande BDiste, quoi. Mais voilà, j'ai fait partie d'une espèce de génération à cheval. Alors, comme moi, j'ai pas connu Black le Rock et tout ça, mais chez moi, il y avait Slim, il y avait tous les albums de Slim, il y avait la boîte à chic abonnée. Même quand je comprenais pas, c'était important pour moi de les lire, même s'il y a beaucoup de choses qui me passaient par-dessus la tête. C'est-à-dire qu'on pouvait lire ça à plusieurs niveaux. Une enfant qui connaissait rien à la politique pouvait beaucoup apprécier. Il y avait un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Malek aussi, qui avait fait la route du sel. La route du sel, voilà. Oui. Et Melouah. Oui, ah oui. Et Melouah aussi que j'aimais beaucoup. Et donc moi. Comment? La jeune génération, quelles sont ses préoccupations et comment est-ce qu'elle l'exprime à travers la bande dessinée? Alors moi maintenant je suis enseignante aux Beaux-Arts et malgré le fait que ce soit toujours pas enseigné, d'ailleurs il y a eu des propositions pour que ce soit enseigné, mais il faut que ce soit fait dans les bonnes conditions, il faut des enseignants qui sont capables d'enseigner, parce que vous savez qu'aux Beaux-Arts maintenant, il faut avoir un master ou un doctorat pour enseigner. Beaucoup d'artistes, pas que les BDistes, hein, beaucoup d'artistes ne sont tout simplement pas, font pas des doctorats, des fois donc c'est assez difficile pour l'enseigner. Ça veut dire, excuse-moi Rim, oui. Mais petite parenthèse, oui. Ça veut dire que Slim et Haïder, par exemple, ils ne pourront pas enseigner... Non, ils peuvent... Mais Van Gogh peut pas enseigner aux Beaux-Arts d'Alger. Il n'a pas fait de doctorat. Comment il s'appelle On a des très grands artistes algériens qui ne peuvent pas enseigner parce que l'université, maintenant que l'école des Beaux-Arts est sous la tutelle de l'université du ministère de l'Enseignement supérieur, il faut un master ou un doctorat pour enseigner. Donc c'est ce qui fait que c'est difficile mais je tiens à dire que j'ai encadré ou été dans des jurys de pas mal d'étudiants qui travaillent sur la bande dessinée. Donc c'est quelque chose qui les intéresse, comme moi, quand je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts, je savais que c'était pas enseigné, mais j'ai fait mon travail de fin d'études
et donc mon diplôme d'études supérieures et mon magistère sur la bande dessinée. Donc il y a des passerelles, hein, même si la matière elle-même n'est pas enseignée, ça pose pas de problème. Le mois dernier, j'ai été dans le jury d'une étudiante qui avait fait alors une bande dessinée par publication par internet, un webcomic, et en anglais. Donc ces histoires de langue, c'est plus du tout un souci. J'ai été dans le commissariat scientifique d'une exposition, une magnifique exposition qui s'est tenue à Angoulême il y a quelques années sur la bande dessinée arabe avec 50 BDistes arabes. Alors la bande dessinée tunisienne, marocaine, égyptienne, libanaise se porte très très bien. Il y a quelques revues formidables en arabe, en darja marocaine et tout ça, en darja tunisienne et tout. La langue, c'est vraiment pas un souci. Pour la bande dessinée, elle peut naître n'importe où. Maintenant, en Algérie, on n'était pas très très nombreux. Alors évidemment, il y avait Nawal Ouarad, il y avait Kamal Zakour, il y avait, comment il s'appelle, Amin Ben Ali d'Oran. Il y a quelques personnes très très talentueuses. Le souci de la jeune génération, c'est un souci qui se retrouve un petit peu partout dans le monde, c'est que l'édition de magazines, c'est difficile. Même les journaux ont beaucoup de mal à survivre. Et comme la BD compte beaucoup sur la prépublication en magazine, eh ben c'est un métier qui est difficile à imaginer d'en vivre, quoi. Voilà, mais c'est pas que l'Algérie. Évidemment, des pays qui ont une longue histoire, une assise comme ça en édition et en bande dessinée, comme le Japon ou même la France, mais même eux ressentent le problème de l'édition. Alors c'est un résultat d'Internet, évidemment, de la possibilité de télécharger. Mais je vous dis, c'est le même problème que vivent les journaux. Maintenant, moi-même, j'achète plus de journaux papier. Vraiment, il faut vouloir, il faut avoir cette envie comme ça d'aider un magazine ou un journal à les payer, à aller l'acheter et tout. Mais c'est tellement plus facile d'être sur le net. Donc, alors voilà, il y a cette étudiante qui imagine faire une BD sur des plateformes payantes. Il y a des... C'est un média qui est comment dire, plastique. Il va s'adapter aux situations et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, le coup. Oui, on va le faire. Juste ça et on va revenir. Il y a surtout il y a une grande différence entre les années 70 et maintenant. Le coût d'une revue de bande dessinée à l'époque, il coûtait 1 dinar. Maintenant, vous savez, c'est une question de portefeuille. Si vous faites un illustré ou un périodique, à combien vous allez le vendre? Quel est le parent qui est prêt à sacrifier 500 dinars pour un magazine de bande dessinée? Je pose la question. C'est-à-dire que si c'est plus... Voilà, c'est une question aussi de coût. C'est-à-dire que si la BD n'est pas subventionnée, n'est pas aidée, parce que le minimum, le grand maximum, c'est 200 dinars, bon, ça peut être accessible. Mais plus... c'est une grande question, ça. Peut-être que plus important que le support, ce sont les éditeurs. Et ça, on ne met pas suffisamment l'accent sur cette question. J'en parle à chaque fois que j'interviens sur la bande dessinée. C'est que nous avons un festival international de la bande dessinée qui en est à sa 14e édition, après une interruption d'une seule année à cause du Covid, qui est couru, l'un des festivals les plus courus du monde, puisque chaque année c'est un succès, en dépit des hauts et des bas. Mais depuis 14 ans qu'il est organisé, nous nous retrouvons, et les dessinatrices et les dessinateurs se retrouvent sans éditeur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'éditeur de bande dessinée en Algérie. C'est-à-dire qu'on a un festival, c'est très très beau, mais une fois les lampions terminés, une fois les you-you terminés, ben les dessinateurs se retrouvent face à eux-mêmes. Ils n'ont pas où publier leurs albums. Vous disiez tout à l'heure, vous aviez cité une éditrice qui a pignon sur rue sur Alger. Je dirais qu'il y a un seul éditeur de bande dessinée en Algérie,
professionnelle, c'est Sayan, c'est les éditions Z-Link. Il n'y en a pas d'autres. Il y avait Selim Zerdani, Casa Édition, mais malheureusement, il a été en difficulté pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc on se retrouve avec un seul éditeur. Tout le reste des éditeurs, y compris moi, quand j'avais ma maison d'édition, j'avais publié quelques BD, sont des éditeurs généralistes de littérature, d'histoire, de beaux livres, qui publient en marge quelques bandes dessinées. Que ce soit Deliman, l'ANEP, l'ENAG ou les autres, il n'y a rien, il n'y a pas, il y a un. Et ça, c'est dramatique. Quand vous avez un pays qui a un festival des plus importants au monde aujourd'hui et qui a un éditeur de bande dessinée, il faut se poser des questions. Un commentaire? Parler par exemple de Corto Maltese. Moi, j'adore les dessins de Corto Maltese. Est-ce qu'on choisit une BD par rapport à son dessin ou par rapport à ce qui est écrit? Ou par rapport, je sais pas, moi personnellement, c'est le dessin qui attire mon regard et qui me fait aimer une BD. C'est pas le contenu du... Je sais pas si c'est... Vous avez fini? Oui. Non, tous les cas de figure sont possibles. Il y a autant de manières de lire qu'il y a de lecteurs. Donc là, vous nous avez confié votre manière de lire et de lire spécialement la BD. Eh ben oui. Pour vous, l'image est première. C'est vrai que dans la BD, l'image, c'est la première chose qu'on voit. À distance, on voit les personnages, on voit le mouvement, on voit... C'est qu'après qu'on lit. Mais bon, tout dépend de comment vous envisagez les choses. Et puis, maintenant, il y a de plus en plus de BD muettes, d'ailleurs, où tout est en action, je dirais. Et il n'y a plus les vignettes avec voilà. Pardon? Non, je voulais, mais... Ah ben écoute, ce que tu disais là, maintenant il y a de tout dans la BD. Il y a des BD sans parole, BD comique, BD triste, BD graphique, arabe où on lit de droite à gauche, il y a de tout. Mais bon, chaque BD, chaque dessinateur, il a des lecteurs. Il a des lecteurs qui le suivent. Il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres. Et c'est ça. Voilà. Je veux juste répondre à la dame. Pour Corto Maltese spécifiquement, en fait... Ah, micro, pardon. Par rapport à Corto Maltese, lorsque c'est dans les mémoires de Richard Medjoni, l'ancien rédacteur en chef de PIF, lorsqu'il avait soumis, donc Hugo Pratt avait soumis donc Corto Maltese à PIF, les lecteurs n'étaient absolument pas intéressés. Dans les sondages de lecture, c'était Rahan qui arrivait en tête, le Docteur Justice, etc. Les lecteurs ont détesté Corto Maltese et c'est vraiment le courage de la rédaction de PIF à l'époque qui a insisté pour garder le personnage et habituer le lecteur béchouïa, jusqu'à ce que ça devienne le monstre sacré qu'il est devenu par la suite. Juste pour ouvrir pour aller dans la lignée de ce que tu as dit, effectivement, PIF avait des réticences pour publier. Qui est un auteur vraiment. C'est un romancier, c'est un romancier de la littérature, aussi bien graphique que de la littérature tout court. C'est un gars qui a vadrouillé à travers toute la planète, donc qui a apporté quelque chose à la bande dessinée que personne d'autre ne peut apporter jusqu'à présent. Pour en revenir à PIF, j'avais collaboré à un moment donné avec PIF pour une seule histoire. C'était la route de l'espoir qui retraçait un petit peu le truc de la transsaharienne, de l'histoire de la transsaharienne. Et là, j'avais discuté avec le rédacteur en chef, il m'a dit, nous, PIF, c'est 13 ans. Ce n'est pas 13 ans et demi, ce n'est pas 12 ans et demi, ce n'est pas 14 ans, il m'a dit c'est 13 ans. Donc vous voyez comment ils ciblent leur lectorat. Donc ils ont déjà un aperçu de leur lectorat. Ce qui ne peut pas être le cas ici chez nous. On ne peut pas dire, voilà, on va travailler pour un garçon de 13 ans, étant donné que peut-être la mentalité qu'il a... Oui, Ami. Ah, pardon, excuse-moi. Non, excuse-moi.
Je vais faire le fil de l'idée. Je voulais juste dire que... Non, je voulais juste dire que la BD, c'est deux choses. Et c'est deux moitiés de poire, si vous voulez. On a beaucoup parlé d'une moitié, c'est le dessin. Mais la BD, c'est une histoire et du dessin. C'est une histoire racontée en dessin. Et Hugo Pratt, Corto Maltese, pour moi, le génie, c'est d'avoir assemblé les deux. Et le problème de la lecture de Corto Maltese au début, c'est le contenu qui était un peu ésotérique aux gens qui le lisaient. Le dessin, il est magnifique, il est sublime. Mais plus que le dessin, c'est ce que raconte Corto Maltese, c'est ce que raconte Hugo Pratt dans Corto Maltese. C'est ce que tu disais, sa déambulation dans le monde. Moi, il a fallu du temps pour rentrer dans Corto Maltese, non pas dans la BD que je lisais, mais dans les histoires qui sont racontées. Les continents anciens, ce capitaine de bateau qui va dans le monde, il y a une histoire d'amour, Hugo Pratt, c'est effectivement le summum. Mais ici, on a beaucoup parlé de dessin, alors que, je le répète, la BD, c'est une histoire à travers du dessin. Donc si on oublie cette chose-là, on passe à côté de ce qu'est la BD. Voilà. Deuxième élément, c'est on a tout le temps consommé et du national et de l'international. Donc l'histoire de la BD nationale s'insère dans une lecture, dans une double lecture. On parle de Corto Maltese. Corto Maltese, il est inscrit dans une période où il y a eu de la BD algérienne. Il n'y a pas que... On a beaucoup parlé de Black L'Europe et des autres d'ailleurs. Mais il y a eu une BD internationale extraordinaire qui s'est déversée ici et qu'on a lu en même temps que Slim. Spirou, les invendus dont tu parlais, il y avait Spirou. On a lu Tintin. Tintin, c'est le summum de la BD. Donc BD Tintin. Avec Tintin, on voyage partout dans le monde. Il y a le trait très particulier d'Hergé. Il n'y a pas la revue Pilote descendait ici. Dans Spirou, il y avait dans Spirou, il y avait un tas d'histoires qu'on a lues et dont on s'est abreuvé. Je veux dire, si on oublie, la même chose est vraie pour le roman, pour le cinéma, 60 ans de BD algérienne, c'est 60 ans de BD nationale et de BD internationale. Aujourd'hui, troisième et dernier élément, on est dans une mue culturelle mondiale. Donc le problème de la BD, c'est sa survie, peut-être quelque part. Par exemple, aujourd'hui, que les gens fassent directement des albums, moi, ça me paraît naturel. Peut-être que la revue, peut-être que le temps de la revue est passé. Relativement. Dernier élément, attends. Sinon, j'ai perdu. Le dernier élément, c'est il ne faut pas oublier que la BD aussi a connu des mues. La BD entre guillemets. On est dans le film d'animation qui est une continuation très particulière de la BD et que l'on consomme. Miyazaki, c'est de la BD à un niveau extraordinaire. Mais c'est l'animation. Voilà. Vous me tendez la pêche, d'un mot, poser un deuxième problème. J'ai parlé du drame, du manque de... S'il te plaît. Il ne marche pas. Si, ça marche. Si, ça marche. J'avais parlé de l'absence d'éditeur, pour dire ça. Le deuxième élément qui me semble important, qui est aussi un grand problème pour la bande dessinée algérienne depuis les origines, c'est celui de l'absence de scénaristes. Les scénaristes qui ont fait les beaux jours de Mkaidesh étaient des gens qui venaient d'ailleurs, ce n'est pas des spécialistes du scénario de la bande dessinée. Dans le cinéaste Amin Berbah, nous avions le journaliste Abdel Khalfoun, nous avions Amazed Boukhalfa qui est journaliste, et ainsi de suite. Je ne vais pas les citer de toute façon, je compte sur les doigts du seul. À ce jour, nous vivons toujours le même drame. Nous avons eu la chance, et je termine sur ça,
d'avoir eu des dessinateurs qui étaient en même temps des scénaristes et d'ailleurs qui sont parmi les bons. Nous en avons au moins, on peut citer au moins 3 qui sont encore de ce monde et que Dieu leur prête longue vie. Slim, qui fait ses propres scénarios et ses dessins, Aider qui est là, qui est scénariste, et Ahmed Haroun évidemment qui est aussi scénariste. C'est un gros problème de scénario en Algérie pour la bande dessinée. Merci. Alors juste Lamine et ensuite Myriam et je crois qu'elle L'autre fille. C'est l'autre fille, pas Lamine. Tu fais partie des personnes qui m'appellent Lamine aussi, mais c'est pas grave. Souvent on m'appelle Lamine. Lamine était là, il est parti, il est aux toilettes. Lamine, j'ai juste une anecdote sympathique enfin une anecdote, c'est quelque chose qui m'est resté en tête parce que j'ai effectivement découvert la bande dessinée à travers PIF, mais à travers le dessin, mais c'était à travers le cadeau qu'il y avait. Donc c'était une façon d'attirer effectivement les gadgets. Ouais. C'est un gadget et puis c'était très inventif. Et puis par la même occasion, j'ai commencé à développer une certaine, on va dire, un certain goût à la bande dessinée et notamment le travail qui est fait sur les personnages comme Placide et Museau et pour ceux qui connaissent PIF. Par contre, je me rappelle avoir lu énormément des bandes dessinées arabes, mais qui étaient, je pense, traduites. Parce que c'était à l'époque, ça se faisait au Liban, en Syrie, c'était Goldorak, qui était en arabe. Qui était un autre format, avec une qualité d'image et d'impression, à mon avis, supérieure. Et puis, au lycée, je découvre Slim, bien sûr, avec Bouzid. Je crois que c'est un copain qui m'a offert la première bande dessinée. Et j'étais vraiment, on va dire, mais vraiment incroyablement attiré par les personnages. Et effectivement, l'algérianité des personnages, comme un personnage qui s'appelle Djibet Delgaz, qui m'a toujours plu, parce que c'est une espèce de chauve, je n'ai rien contre, mais qui avait une tête pointue comme ça, une tête à la btaïcha comme ça, et avec des strates. Et je me rappelle une fois aussi avoir lu, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre plus tard. Alors, il y avait une histoire autour de l'ENAL, qui était l'entreprise nationale du livre, je crois, c'est ça, hein. Et je crois qu'il y a deux personnages se disputaient autour de l'ENAL, et à un certain moment, l'un dit à l'autre, ENAL Book. Et Book est écrit B-O-O-K, qui voulait dire ENAL Book, oui, effectivement. C'était génial, c'est-à-dire je trouvais que et ça on le retrouvait pas dans n'importe quelle autre bande dessinée, c'est-à-dire qu'à PIF c'était du français, Goldorak c'était de l'arabe classique, ça, il fallait comprendre. Mais les bandes dessinées algériennes, à la fac il y avait aussi le Manchar, il y avait beaucoup que je ne retrouve plus, ou que je n'ai plus le temps de retrouver. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait raconter chacun dans notre métier l'histoire à travers la bande dessinée. L'architecture devrait peut-être être racontée à nos enfants, et c'est un moyen peut-être de le faire. En tout cas, je remercie Pupitre, je crois que c'est un des... ils sont tous intéressants même, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment supérieur. Voilà. L'architecture, c'était pas mal. On est bien là. Merci Lotfi. Après, je te dirai pourquoi c'est la vie. Je pense que ça compris. Ok, ça vaut. Voilà, alors moi ma question sera très courte. On a vu que la BD DZ est née après l'indépendance, avec une belle brochette de BDistes, et on a l'honneur d'en avoir 2 cet après-midi. Moi, la question qui me turlupine, et depuis longtemps, il y a des femmes qui ont écrit avant 62 ou après, qui ont joué au théâtre, etc., mais on ne retrouve pas des femmes qui ont donc dessiné durant voilà, après l'indépendance, avec votre génération. Pourquoi? Est-ce que c'est un empêchement de la société? Est-ce qu'il y a eu des tentatives? Voilà, j'ai bien envie de connaître la réponse. Merci. Merci. C'est simple. Ils étaient occupés à faire des enfants et à la cuisine. C'est pas possible. 62. Déjà, nous, ça a été difficile. Alors, vous parlez d'une femme qu'on avait cloisonné dès le départ, en lui attribuant le statut de femme d'intérieur.
Non, mais en fait, c'est pas ça. Mais c'est pas propre à la bande dessinée. D'abord, j'avais déjà dit, j'avais signalé que la bande dessinée est masculine, pas seulement en Algérie, mais dans tous les pays du monde. Même en France, où après mai 68, elle a commencé à peine à se féminiser. C'est-à-dire que les femmes ont commencé à peine à faire éruption. Aujourd'hui, c'est banal, les femmes qui font de la bande dessinée dans tous les pays du monde. L'Algérie n'a pas échappé à ça. Donc, pendant pratiquement 30-40 ans, il n'y a pas eu de femmes qui faisaient de la bande dessinée. Mais ce n'est pas seulement dans ce domaine. Le théâtre, c'est exceptionnel. La musique, c'est exceptionnel et encore, c'était difficile. Oui. Le cinéma également, elle n'était pas très nombreuse à faire du cinéma, et on peut multiplier les exemples. Donc c'est une évolution, j'allais dire, normale, entre guillemets, d'une société où la femme n'avait pas encore la place qu'elle devait conquérir grâce à un certain nombre de choses, et notamment à l'enseignement. Maintenant, il faut rendre peut-être hommage à quelqu'un, parce qu'on parle souvent de la bande dessinée après l'indépendance. C'est vrai, le gros a été fait après l'indépendance, à partir des années, milieu des années 60, on en a parlé. Il y a quand même un monsieur qui a publié avant l'indépendance, il s'agit de Saïd Zanoun, qui a publié les premières bandes dessinées dans la presse française de l'époque, et notamment a mis en valeur un certain personnage qui s'appelle Shha, et donc tiré du patrimoine populaire. Voilà. La première femme, je crois que c'était dans qui vient de... Daifa, voilà. C'était pas de la BD. C'est la première. Oui. C'était du dessin, c'est pas de la BD. Oui, mais du dessin. Tu voulais dire quelque chose, tout à l'heure, Rimourtari a parlé du BD, La route du sel, de Malek. J'aimerais lui rendre hommage parce que c'est un monsieur que j'ai connu de près. Il était juif et il est monté au maquis en 1954. Il a été officier de l'ARM. Et à l'indépendance, il a été le premier ambassadeur d'Algérie à Cuba, où il est devenu d'ailleurs l'ami intime de Che Guevara, et il adorait peindre et dessiner. Ah oui, il était aussi professeur en médecine, et c'est lui qui, avec les professeurs Cholet, non, des pneumos, Abdelrahim, enfin plusieurs. C'est eux qui ont réussi à éradiquer la tuberculose en Algérie. Donc je voulais lui rendre hommage, et si vous tombez par hasard sur sa BD qui s'appelle La route du sel, achetez-la, c'est un truc collector culte et qui est complètement déjanté et tout ça. Et puis puisqu'on est dans les coups de cœur, j'aimerais vous parler la plus récente de Nawal Laourat qui elle a sa dernière BD. Alors elle fait il y a plusieurs sortes de BD, comme disait Islim tout à l'heure. Elle est dans ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent d'ailleurs, la bande dessinée philosophique. C'est un peu étrange dans le monde des idées, mais elle a son dernier, c'est un vrai chef-d'œuvre. Vraiment, pour moi, il est de niveau international, sérieux, dans le genre, hein, je veux dire. Donc, je vais lui rendre hommage. Oui, on aurait bien aimé qu'elle soit parmi nous d'ailleurs. Une dernière question, je pense, Karine, tu voulais dire quelque chose et ensuite, nous avons... Avant que je donne la parole à Karim, j'ai juste Moi, j'ai une BD culte. Je voulais juste rendre hommage à Sidi Ali Melouah, parce que moi, je suis un enfant on va dire de Burj Kifan, parce que j'ai été en 87 et j'ai dû rencontrer Melouah à l'époque et j'ai acheté cet album incroyable qui était La secte des assassins. J'ai trouvé ça incroyable de mélanger la tradition iranienne et l'Algérie. Le Alamout se trouvait au Hogar à l'époque, dans la secte des assassins. J'ai trouvé ça incroyable et une BD exceptionnellement riche et algérienne. Donc voilà, Melouah, La secte des assassins. Bon, moi, je voulais juste faire un petit travelling de mon enfance parce que j'étais tombé dans la marmite de la BD très jeune, à telle enseigne. Vous étiez à deux dans la marmite. Oui, oui. Enfin.
Et donc, j'étais tellement attiré de BD que j'ai commencé à en faire, en fait. Et que très jeune, j'étais collégien, j'avais à peine 10 ans, j'avais forcé mon père à me prendre. J'étais fanat de Mkhidesh. Donc, j'ai traîné dans les bureaux de Mkhidesh, j'avais 10-12 ans. Et donc, j'ai connu, j'étais un petit gamin, j'ai connu donc, la plupart des BDistes qui avaient Mas, qui était chef d'atelier. Je me rappelle, ça se passait à la rue Ben Mehdi, au 3e ou là, au 4e à la SNED. Et donc, j'ai connu un peu le monde. Mais je pense qu'on ne rend pas assez hommage à ces gens. Parce qu'on ne comprend pas, il faut comprendre que produire une BD, c'est véritablement, il faut faire le parallèle avec le cinéma. Quand on produit une BD, on produit un film, en fait, en 2D. On produit un film en 2D, on fait du découpage scénique, on y crée une histoire, et après cela, il faut mesurer le poids qui est sur le dos du graphiste. Parce que s'il veut faire une histoire réaliste, il doit faire toutes les recherches sur le graphique, les arrière-plans, les personnages doivent mouvoir dans un environnement, il faut qu'il fasse les recherches, découvrir les images, tout ça fait que, c'est véritablement un scénariste, un décorateur, un montage de scène, et tout ça on ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est pour ça que les premiers scénaristes et les premiers BDistes, à l'instar de notre monument national Slim, il faut leur rendre hommage, on ne comprend pas le poids du travail qui est derrière. Et ça, c'est important de le dire. Enfin, je voulais un peu que les gens comprennent tout l'underground qu'il y a derrière, tout le grand qu'il y a derrière un dessinateur. Et puis le malaise, c'est que dans le monde, quand on voit les BD qui a succès, il y a toute une équipe. Je pense que les professionnels qui sont là ne vont pas me contredire. Il y a toute une équipe qui est derrière. Il y a le graphiste principal, il y a les dessinateurs. Aujourd'hui, les grands dessinateurs de BD sont des ateliers. Ça veut dire qu'ils ont des ateliers, des élèves, c'est des chefs d'atelier. Ils forment des dessinateurs qui dessinent avec leurs propres traits. Eux, ils donnent les grandes lignes et les autres travaillent. Il y en a qui font dans une bulle ou une case de BD. Vous avez le personnage principal qui est fait par le maître et puis les décors qui sont faits par d'autres. Il y a le coloriste qui passe derrière. Vous allez pas me contredire, M. Slim, que c'est un travail d'équipe qui permet de voir ces chefs-d'œuvre qu'on voit sur les étalages. Or, chez nous, c'est des fois des personnages uniques, un seul dessinateur qui fait tout ça. Donc je pense qu'il y a une véritable école et ce serait dommage qu'elle soit perdue. Voilà, c'est ce que je voulais un peu insister sur ce paramètre. Aujourd'hui, c'est une véritable industrie. Oui, en plus, c'est une industrie aujourd'hui. Alors, vous me tendez la passe pour faire un peu de pub pour cet ouvrage que j'ai eu le plaisir de faire. Là, c'est un hommage à Mkhidesh et à l'équipe de Mkhidesh, puisque je raconte l'histoire de A à Z, comment ça s'est passé dans ce livre qui est publié aux éditions Bazar. Et à la fin, il y a les 31 couvertures en couleur de toute la collection de 69 à 74, et en facsimilé la reproduction de l'ensemble du numéro 1 de Mkhidesh, qui est aujourd'hui, comme disait Michel, introuvable, c'est quelque chose. Voilà, donc il y a un peu de travail sur Mkhidesh, j'espère qu'il sera suivi par d'autres. On peut trouver aux éditions Bazar et à la... On peut trouver dans les librairies aujourd'hui. Ouais, merci. Alors, je voulais rebondir là-dessus, mais rapidement, une question, allez-y, parce que c'était un... C'est pas une question, c'est juste pour rendre hommage à ces personnes, à ces personnages qui sont vraiment... disons, une part de l'histoire de l'Algérie indépendante, qui ont commencé dans des difficultés certainement, hein, qui n'étaient pas Hadja Baina, hein, comme Mkhidesh. Et puis bon, rendre hommage aussi et surtout à Slim, qui est notre monument national. Sincèrement... pardon? J'ai dit tu mérites une statue. Ah oui. Ah certainement, hein. Moi je suis pour. Hein. Slim. En tous les cas, un grand hommage à notre cher Slim. Hein. عشنا معاك. والله كبرنا معاك وعشنا معاك. أنا j'ai un âge وين j'ai vécu toute la période تاعك يعني. Et je trouve que vous avez encore du courage pour continuer, hein, le soir d'Algérie, personne n'en a parlé,
Il continue à travailler. Merci pour votre intervention. Et du coup, vous êtes une excellente transition parce que nous n'avions pas envie aujourd'hui de nous arrêter à ce pupitre qui est passionnant. D'abord, je vous remercie pour votre présence. J'avoue que j'étais assez intimidée au début. J'espère que ça ne s'est pas trop vu, mais on a quand même le privilège d'avoir de grosses pointures pour ce pupitre. Et nous avions envie justement de concrétiser cet hommage et de vous remercier d'avoir de nous avoir honorés. Et l'équipe se joint à moi. Donc il y a notre hommage, alors ça reste à notre niveau, très modeste. Donc une attestation hommage pour vous remercier. Bravo. Alors, ça c'est un cadeau, on va dire. Voilà, réalisé par Monsieur Haïdar. Vous pouvez l'ouvrir si vous souhaitez. Voilà. Faut l'ouvrir. On se voit. Pour des personnages que j'aime beaucoup aussi. Oui, alors je voulais remercier tous les amis et les lecteurs qui sont venus nous voir, les anciennes gloires de la BD. Et ce que je peux dire, c'est que moi, je continue à travailler parce que j'aime ça. Et mon travail est facilité, il faut reconnaître, par l'informatique maintenant. Parce que quand je me souviens qu'il y a 60 ans, je dessinais avec un encrier, un porte-plume, avec des plumes comtoises, et un encrier donc de Chine, et une gomme, et un tube de gouache. Donc voilà, l'humour, la BD, le dessin m'ont permis de garder On vous remerciera jamais assez. Garder la forme. C'est ça. Je te remercie. Pour ceux qui sont derrière et qui ne voient pas, c'est un dessin de Haïdar, Mahfouz Haïdar, donc en hommage à Slim. Et c'est écrit, c'est la dame qui est là et qui dit 60 ans de bouzidisme et pas une seule ride. Et Zina répond, les héros en papier n'ont pas d'âge. Bon. Merci Haïdar. Alors, avant de vous quitter, je vous informe que je suis en train de faire une BD qui passe chaque semaine sur le soir d'Algérie, et à la fin, ça sera sorti en album, où je raconte l'histoire de mes personnages qui reviennent dans les années 60-70, où c'était le meilleur, et ils sont tellement fiers d'être revenus, et ils ne veulent plus entendre parler de ces années 20, 22, 23 Covid. Ils sont très bien, ils nous viennent à des projets de